de la vérité cachée sur Moïse qui bouleverserait la foi chrétienne. Et si je vous disais que l'une des figures les plus vénérées de l'histoire de l'humanité cache des secrets qui pourraient transformer votre vision du monde? Que diriez-vous si les découvertes archéologiques récentes révélaient des aspects de Moïse que les textes sacrés n'ont jamais mentionnés? Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration extraordinaire qui va nous mener aux confins de l'histoire ancienne. Avant de commencer cette aventure fascinante, si vous aimez les histoires qui inspirent et qui révèlent des vérités cachées, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté internationale. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like maintenant nous aiderait beaucoup à faire découvrir cette histoire à encore plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères de Moïse avec un regard que peu osent porter, celui de l'historien, de l'archéologue et du chercheur. Nous n'allons pas détruire la foi, mais nous allons découvrir des couches de vérité que l'histoire officielle a souvent occultées. Êtes-vous prêt à remettre en question ce que vous croyez savoir sur l'un des hommes les plus influents de tous les temps? Alors, attachez vos ceintures, car ce voyage dans le temps va vous surprendre. Injure, le contexte historique de l'Égypte ancienne. Imaginez-vous dans l'Égypte du XIIIe siècle avant notre ère. Pouvez-vous sentir la chaleur écrasante du désert, entendre le bruit des chantiers pharaoniques et voir les milliers d'ouvriers qui s'affairent sous le soleil implacable? C'est dans ce décor grandiose et impitoyable que se déroule une histoire qui va changer le cours de l'humanité. Mais attendez, qui était vraiment au pouvoir à cette époque? Ramsès II, ce pharaon légendaire qui régna pendant près de 67 ans, de 1279 à 1213 avant J.C., était-il vraiment le pharaon de l'oppression mentionné dans les textes bibliques? Les historiens se posent encore cette question aujourd'hui, et la réponse pourrait vous surprendre. L'Égypte du Nouvel Empire était une superpuissance de l'époque. Ses frontières s'étendaient de la Nubie au sud jusqu'au Levant au nord. Les pharaons contrôlaient un empire immense, riche en or, en céréales et en main-d'œuvre. Mais qui constituait cette main-d'œuvre? C'est là que l'histoire devient fascinante. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'Égypte ancienne n'était pas uniquement peuplée d'Égyptiens. Des populations entières de Sémites, d'Asiatiques et de Nubiens vivaient sur son territoire. Les papyrus administratifs de l'époque mentionnent des groupes appelés Abiru ou Apiru, un terme qui pourrait bien être lié au mot hébreu. Ces documents, découverts dans les archives royales, parlent de travailleurs étrangers employés dans les grands projets de construction. Mais voici où cela devient intriguant. Ces Abiru n'étaient-ce pas tous des esclaves? Certains occupaient des positions importantes dans l'administration, d'autres étaient des mercenaires, et beaucoup étaient des travailleurs libres. Alors, comment concilier cette réalité historique avec l'image traditionnelle de l'esclavage en Égypte? La ville d'Avaris, dans le delta du Nil, révèle des secrets encore plus troublants. Les fouilles archéologiques ont mis au jour une importante communauté sémitique qui a vécu là pendant des siècles. Cette ville était autrefois la capitale des Hyksos, ces rois pasteurs d'origine sémitique qui ont gouverné l'Égypte pendant plus d'un siècle, de 1650 à 1550 avant J.C. Pouvez-vous imaginer? Des Sémites qui ont réellement gouverné l'Égypte. Cette découverte change complètement notre compréhension de la dynamique entre les peuples de l'époque. Les Hyksos n'étaient pas des conquérants brutaux, mais des dirigeants sophistiqués qui ont apporté de nombreuses innovations technologiques à l'Égypte, notamment le char de guerre et de nouvelles techniques métallurgiques. Mais parlons de quelque chose d'encore plus révolutionnaire, le monothéisme. Saviez-vous qu'avant Moïse, un pharaon égyptien avait déjà tenté d'imposer le culte d'un dieu unique? Akhenaton, qui régna de 1353 à 1336 avant J.C., révolutionna la religion égyptienne en instaurant le culte exclusif d'Aton, le disque solaire. Cette révolution religieuse était si radicale qu'elle a provoqué une crise dans tout l'empire. Akhenaton abandonna Thébès pour fonder une nouvelle capitale, Akhétaton, aujourd'hui Tel El Amarna. Là, il développa une théologie monothéiste étonnamment sophistiquée. Son hymne à Aton présente des similitudes troublantes avec certains psaumes bibliques. Mais voici la question qui dérange.
Moïse aurait-il été influencé par cette révolution religieuse? Certains historiens, comme l'égyptologue Jan Assmann, suggèrent que la tradition monothéiste hébraïque pourrait avoir des racines dans l'expérience d'Akhenaton. Cette théorie est controversée, mais elle soulève des questions fascinantes sur l'origine du monothéisme. L'Égypte était également un creuset culturel extraordinaire. À Memphis, Thèbes et Alexandrie, des scribes de différentes cultures copiaient, traduisaient et transmettaient les connaissances. Les textes de sagesse égyptiens, comme les instructions d'Amenemhop, présentent des parallèles saisissants avec les proverbes bibliques. Cette circulation des idées était-elle plus importante que nous le pensions dans la formation de la pensée hébraïque? Les découvertes récentes dans les archives de Deir el-Médina, le village des artisans royaux, révèlent une société beaucoup plus complexe qu'on ne l'imaginait. Ces ouvriers, loin d'être des esclaves, étaient des professionnels respectés, qui pouvaient même faire grève quand leur salaire était en retard. Le premier mouvement de grève documenté de l'histoire s'est déroulé sous Ramsès III, vers 1150 avant J.C. Cette révélation nous force à reconsidérer notre vision de l'Égypte ancienne. Si les ouvriers égyptiens pouvaient faire grève, quelle était vraiment la condition des populations étrangères? Les textes administratifs montrent que beaucoup d'entre elles jouissaient d'une certaine liberté de mouvement et pouvaient même posséder des biens. Là de vue, les sources textuelles et leurs mystères. Mais alors, d'où viennent nos récits sur Moïse? C'est là que l'histoire devient véritablement troublante. Saviez-vous que les textes bibliques que nous connaissons aujourd'hui n'ont pas été écrits par une seule personne, ni même à une seule époque? La recherche biblique moderne a révélé quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on appelle la hypothèse documentaire. Cette théorie, développée par des générations de chercheurs, suggère que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, résultent de la fusion de 4 sources différentes, écrites à des époques différentes par des auteurs différents. Imaginez 4 récits distincts, chacun avec sa propre perspective, son propre style, ses propres préoccupations théologiques qui ont été habilement tissées ensemble pour former le texte que nous lisons aujourd'hui. Cette découverte change tout notre rapport au texte sacré. La source J, javiste, aurait été écrite vers 950 avant J.C. dans le royaume de Juda. Elle présente un Dieu proche des hommes, qui se promène dans le jardin d'Éden et qui parle face à face avec Moïse. Cette source privilégie les récits du Sud, ceux qui glorifient Juda et Jérusalem. La source E, éloïste, datée vers 850 avant J.C., provient du royaume du Nord, Israël. Elle présente un Dieu plus distant, qui communique à travers des rêves et des visions. Cette source met l'accent sur les sanctuaires du Nord et sur les figures comme Joseph et les tribus du Nord. Mais voici où cela devient fascinant. Ces 2 sources racontent parfois les mêmes événements de manière complètement différente. Il y a 2 récits de la création, 2 récits du déluge, 2 récits de l'alliance avec Abraham. Comment expliquer ces différences si tout venait de la même source divine? La source D, deutéronomiste, écrite probablement au 7e siècle avant J.C., présente un style unique, très rhétorique et répétitif. Elle insiste sur l'importance de la loi et sur l'unicité du lieu de culte. Cette source semble avoir été influencée par la réforme religieuse du roi Josias, qui a centralisé le culte à Jérusalem. Enfin, la source P, sacerdotale, la plus récente, datée de l'époque exilique ou post-exilique, 6e siècle avant J.C., se préoccupe des questions rituelles, des généalogies et de l'organisation du culte. Elle présente un Dieu transcendant et met l'accent sur l'importance des institutions religieuses. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de Moïse? Cela veut dire que l'image que nous avons de lui résulte de la superposition de 4 traditions différentes, écrites à des époques différentes, avec des préoccupations différentes. Le Moïse que nous connaissons est-il un personnage historique ou une construction littéraire? Cette question devient encore plus complexe quand nous examinons les sources extra-bibliques. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Malgré l'importance supposée de l'Exode dans l'histoire ancienne, aucun texte égyptien contemporain ne mentionne explicitement cet événement. Comment expliquer ce silence? L'Égypte ancienne était pourtant méticuleuse dans ses archives. Les scribes égyptiens documentaient tout,
les campagnes militaires, les constructions, les mouvements de population, les traités diplomatiques. Ils ont même conservé des listes de prisonniers de guerre et de travailleurs étrangers. Alors, pourquoi aucune mention de la fuite de centaines de milliers d'Hébreux? Certains historiens suggèrent que les Égyptiens auraient volontairement omis de mentionner cet événement humiliant. Après tout, quel empire voudrait documenter sa défaite face à des esclaves en fuite? Cette théorie a sa logique, mais elle reste hypothétique. D'autres chercheurs proposent une explication différente. Et si l'Exode n'avait pas eu l'ampleur décrite dans la Bible? Et si, au lieu d'un exode massif de 600 000 hommes, plus leurs familles, soit environ 2 millions de personnes, il s'agissait de plusieurs petits groupes qui ont quitté l'Égypte à différentes époques? Cette théorie de l'exode graduel expliquerait pourquoi les sources égyptiennes ne mentionnent pas l'événement. Des départs de petits groupes de travailleurs étrangers étaient probablement si courants qu'ils ne méritaient pas d'être documentés dans les archives royales. Mais il y a un document égyptien qui pourrait changer la donne, la stèle de Méremptah, datée de 1207 avant J-Pensée. Cette stèle, découverte en 1896, contient la première mention du nom Israël dans un texte non biblique. Elle dit « Israël est dévasté, sa semence n'est plus ». Cette inscription prouve qu'au XIIIe siècle avant J.C., un groupe appelé Israël existait déjà dans la région de Canaan. Mais attention, le hiéroglyphe utilisé pour Israël indique qu'il s'agit d'un peuple, pas d'un État. Cela suggère que les Israélites de cette époque étaient encore un groupe tribal, pas une nation organisée. Cette découverte soulève des questions fascinantes. Si les Israélites étaient déjà présents en Canaan en 1207 avant J.C., quand exactement l'Exode a-t-il eu lieu? Et comment concilier cette présence avec les récits bibliques qui situent l'Exode au XIIIe siècle? Les traditions orales jouent également un rôle crucial dans cette histoire. Dans le Proche-Orient ancien, la transmission orale était extrêmement sophistiquée. Les bardes et les conteurs pouvaient mémoriser des épopées entières avec une précision remarquable. Les récits sur Moïse ont-ils été transmis oralement pendant des siècles avant d'être couchés par écrit? Cette hypothèse expliquerait pourquoi nous trouvons des variantes dans les récits bibliques. La tradition orale permet une certaine flexibilité, une adaptation aux contextes locaux et aux préoccupations contemporaines. Chaque narrateur peut ajouter sa propre couleur au récit, tout en préservant la trame principale. Les découvertes récentes dans les archives de Marie, d'Ugarit et d'Aymar révèlent une richesse extraordinaire de traditions orales dans le Proche-Orient ancien. Ces textes montrent que les récits fondateurs circulaient librement entre les différentes cultures, s'enrichissant mutuellement. Algebra, archéologie et géographie. Les révélations du terrain, mais que nous dit vraiment l'archéologie sur cette histoire extraordinaire? C'est peut-être là que se trouvent les révélations les plus surprenantes et les plus dérangeantes. Car, voyez-vous, la Terre ne ment pas. Elle garde précieusement les traces du passé, et ces traces racontent parfois une histoire différente de celle que nous connaissons. Commençons par la question qui hante tous les archéologues. Où sont les preuves de l'Exode? Si vraiment 2 millions de personnes ont traversé le désert du Sinaï pendant 40 ans, ne devrions-nous pas trouver des traces de leur passage? Des campements, des outils, des poteries, des restes organiques? Le désert du Sinaï a été fouillé de fond en comble par plusieurs générations d'archéologues. Israel Finkelstein, l'un des archéologues les plus respectés au monde, a dirigé des expéditions exhaustives dans cette région. Son verdict est troublant. Aucune trace d'une présence massive dans le Sinaï à l'époque présumée de l'Exode. Mais attendez, cela ne veut pas dire que l'histoire est fausse. Cela nous force simplement à la reconsidérer. Et si l'Exode n'était pas l'événement massif décrit dans la Bible, mais une série de mouvements migratoires plus modestes? L'archéologue William Dever propose une théorie fascinante. L'Exode pourrait correspondre à la mémoire collective de plusieurs groupes qui ont quitté l'Égypte à différentes époques. Ces souvenirs auraient été amalgamés, amplifiés et mythifiés au fil du temps pour créer le récit grandiose que nous connaissons. Cette théorie expliquerait pourquoi nous ne trouvons pas de traces archéologiques massives, tout en préservant la valeur historique du récit. Car même si les chiffres sont exagérés, l'essence de l'histoire, la libération d'un peuple opprimé, pourrait refléter une réalité historique. Mais parlons du mont Sinaï.
Savez-vous qu'il existe au moins 4 localisations différentes proposées pour ce mont sacré? La tradition chrétienne situe le mont Sinaï dans la péninsule du Sinaï, au Djebel Moussa. Mais cette identification ne date que du IVe siècle après J.C., quand l'impératrice Hélène a fait construire le monastère Sainte-Catherine. D'autres chercheurs situent le mont Sinaï en Arabie Saoudite, au Djebel al-Lawz. Cette montagne présente des traces de combustion à son sommet, ce qui pourrait correspondre à la description biblique du mont qui fumait. Mais cette théorie reste controversée et difficile à vérifier en raison des restrictions d'accès. Une troisième théorie, développée par l'archéologue Emmanuel Anati, situe le mont Sinaï à Ar-Qarqom, dans le désert du Negev. Ce site présente des milliers de gravures rupestres et des cercles de pierre qui pourraient correspondre au campement décrit dans la Bible. Mais là encore, la datation de ces vestiges reste incertaine. La quatrième théorie, la plus surprenante, propose que le mont Sinaï soit en réalité un volcan. Le géologue Colin Humphreys suggère que les descriptions bibliques, le feu, la fumée, les tremblements de terre, correspondent parfaitement à une éruption volcanique. Cette théorie situerait le mont Sinaï dans la région volcanique du nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Mais voici la question qui dérange. Et si le mont Sinaï n'était pas un lieu géographique précis, mais un symbole? Les anciens Hébreux pouvaient-ils avoir créé un récit mythique pour transmettre une vérité spirituelle sans se préoccuper de la précision géographique? Cette interprétation symbolique ne diminue en rien la valeur du récit. Au contraire, elle pourrait révéler une sophistication théologique remarquable. Les auteurs bibliques auraient utilisé des éléments géographiques familiers pour créer un cadre narratif puissant. Parlons maintenant de la géographie du voyage dans le désert. Les textes bibliques mentionnent de nombreuses étapes. Ramsès, Sukkot, Étam, Pi-Hahirot, Mara, Élim, le désert de Sin, Réphidim et bien d'autres. Certaines de ces localités ont été identifiées avec certitude, d'autres restent mystérieuses. Ramsès, le point de départ de l'Exode, correspond probablement à Pi-Ramsès, la capitale de Ramsès II, dans le delta du Nil. Cette ville a été localisée avec précision à Kantir, où les archéologues ont découvert les vestiges d'une cité pharaonique immense. Sukkot pourrait correspondre à Tchékou, une ville frontière mentionnée dans les textes égyptiens. Cette localisation est cohérente avec un départ vers l'est en direction du Sinaï, mais d'autres localités restent énigmatiques. Pi-Hahirot, la bouche des gorges, pourrait désigner n'importe quel défilé dans la région. Mara, la mer, pourrait être n'importe quel point d'eau saumâtre. Ces noms descriptifs étaient-ils des toponymes réels ou des appellations génériques? L'archéologue Hofmeier a proposé une reconstitution fascinante du parcours de l'Exode. Selon lui, les Hébreux auraient suivi la route du Nord, longeant la côte méditerranéenne avant de bifurquer vers le sud. Cette route était bien connue des Égyptiens et jalonnée de forteresses et de points d'eau. Cette théorie résout plusieurs problèmes géographiques, mais elle en crée d'autres. Si les Hébreux ont suivi la route du Nord, pourquoi la Bible dit-elle que Dieu ne les a pas menés par le chemin du pays des Philistins, bien qu'il fût plus proche? La recherche archéologique révèle également des aspects surprenants de la vie dans le désert à cette époque. Contrairement à l'image d'un désert vide et hostile, le Sinaï était parcouru par de nombreuses routes commerciales. Des caravanes transportèrent l'encens, les épices et les métaux précieux entre l'Arabie et la Méditerranée. Ces routes étaient ponctuées de caravansérails, de points d'eau et de sanctuaires. Les nomades du désert avaient développé des techniques sophistiquées pour survivre dans cet environnement difficile. Ils connaissaient chaque source, chaque abri, chaque passage dans les montagnes. Cette réalité change notre perception du voyage dans le désert. Loin d'être une errance dans un vide absolu, le parcours des Hébreux pourrait avoir suivi des routes établies, avec des étapes prévues et des ressources disponibles. Les découvertes récentes dans le désert du Negev révèlent une activité humaine intense pendant l'âge du bronze et l'âge du fer. Des sites comme Timna, les mines du roi Salomon, montrent que cette région était exploitée depuis des millénaires.
Les habitants du désert n'étaient pas des nomades primitifs, mais des spécialistes de l'exploitation des ressources minérales. Cette sophistication technique pourrait expliquer certains épisodes miraculeux du voyage dans le désert. La transformation de l'eau amère en eau douce, amara, pourrait correspondre à une technique de purification connue des Bédouins. Le jaillissement d'eau du rocher à Rephidim pourrait refléter une connaissance approfondie des sources souterraines. Mais l'archéologie nous réserve peut-être sa plus grande surprise dans l'étude de l'émergence d'Israël en Canaan. Les fouilles menées depuis les années 1970 révèlent un phénomène extraordinaire, l'apparition soudaine, vers 1200 avant JC, de centaines de petits villages dans les montagnes de Judée et de Samarie. Ces villages présentent des caractéristiques uniques: architecture simple, absence de fortifications, économie basée sur l'agriculture et l'élevage, et surtout, absence totale d'ossements de porc. Cette dernière caractéristique est particulièrement intrigante car elle suggère déjà l'existence d'interdits alimentaires. Qui étaient ces villageois? D'où venaient-ils? Comment expliquer cette explosion démographique soudaine dans une région auparavant peu peuplée? 3 théories s'affrontent. La première, traditionnelle, voit dans ces villages la trace de la conquête de Canaan par les tribus israélites venues d'Égypte. La deuxième théorie propose que ces villageois étaient des Cananéens qui ont adopté un nouveau mode de vie, peut-être en réaction contre l'effondrement des cités-États de l'âge du bronze. La troisième théorie, la plus révolutionnaire, suggère que ces villageois étaient des marginaux, des fugitifs, des déclassés qui ont trouvé refuge dans les montagnes. Cette théorie s'appuie sur l'étymologie du mot Abiru, qui désignait dans l'Antiquité les hors-la-loi, les mercenaires, les réfugiés. Selon cette théorie, Israël ne serait pas le nom d'un peuple ethnique, mais celui d'une alliance, d'une confédération de groupes marginaux unis par une même idéologie révolutionnaire, le rejet de l'oppression et l'aspiration à la liberté. Cette interprétation donnerait un sens nouveau au récit de l'Exode. Plutôt qu'un événement historique précis, l'Exode représenterait l'idéal fondateur d'une société nouvelle, une société où les opprimés peuvent échapper à leurs oppresseurs et construire une vie meilleure. Cette vision révolutionnaire d'Israël trouve un écho dans la littérature prophétique. Les prophètes hébreux n'ont cessé de rappeler que Dieu avait libéré les Hébreux de l'esclavage pour qu'ils construisent une société juste. L'Exode n'était pas seulement un événement du passé, mais un programme pour l'avenir. Cette dimension sociale et politique du récit de l'Exode pourrait expliquer pourquoi il a eu un impact si durable dans l'histoire. Des révoltes d'esclaves de l'Antiquité au mouvement de libération moderne, l'Exode a inspiré tous ceux qui luttaient contre l'oppression. Mais alors, quelle est la vérité sur Moïse? Était-il un personnage historique ou une création littéraire? Un prophète inspiré ou un révolutionnaire politique? La réponse est peut-être que toutes ces dimensions coexistent dans cette figure extraordinaire. L'archéologie nous enseigne que l'histoire est toujours plus complexe que nos récits traditionnels. Elle nous montre que la vérité historique et la vérité narrative peuvent coexister sans se contredire. L'important n'est pas de savoir si Moïse a existé exactement comme le décrit la Bible, mais de comprendre pourquoi son histoire continue de nous parler aujourd'hui. Car au final, n'est-ce pas cela la véritable vérité cachée sur Moïse? Non pas qu'il ait été différent de ce que nous pensions, mais qu'il ait été plus riche, plus complexe, plus humain que nos images traditionnelles. L'archéologie ne détruit pas le mythe, elle l'enrichit. Elle nous montre que derrière les récits légendaires se cachent des réalités humaines profondes, des aspirations universelles, des luttes qui résonnent encore aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces découvertes? Comment conciliez-vous foi et recherche historique? Laissez-moi vos réflexions dans les commentaires, car c'est dans l'échange que nous découvrons ensemble les vérités les plus profondes de notre histoire commune. Tugju. L'impact révolutionnaire de Moïse sur l'histoire. Maintenant que nous avons exploré les mystères archéologiques et textuels, posons-nous la question fondamentale. Qu'est-ce qui fait de Moïse une figure si révolutionnaire qu'elle continue d'influencer le monde 3 millénaires après sa mort supposée?
Car voyez-vous, l'impact de cet homme dépasse largement le cadre religieux pour transformer la civilisation elle-même. Avant de poursuivre cette exploration fascinante, si vous découvrez cette chaîne et que vous appréciez ces analyses historiques approfondies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos enquêtes passionnantes. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous suivez-vous en ce moment et à quelle heure regardez-vous cette vidéo? Cela m'aide énormément à comprendre notre audience internationale. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant nous aiderait beaucoup à toucher encore plus de personnes passionnées d'histoire. Commençons par une révélation qui pourrait vous surprendre. La formation de l'identité israélite ne s'est pas faite du jour au lendemain. Les découvertes archéologiques récentes nous révèlent un processus fascinant que les spécialistes appellent ethnogénèse, littéralement la naissance d'un peuple. Imaginez-vous dans les collines de Judée vers 1200 avant notre ère. Que voyez-vous? Des centaines de petits villages surgissent comme par magie dans un paysage auparavant désolé. Ces communautés présentent des caractéristiques uniques qui les distinguent de leurs voisins cananéens. Architecture simple, économie agro-pastorale et surtout une absence totale d'ossements de porc dans leurs dépotoirs. Mais qui étaient vraiment ces premiers Israélites? Cette question révèle l'une des découvertes les plus troublantes de l'archéologie moderne. Car contrairement à ce que nous pourrions penser, ces villageois n'étaient pas des conquérants venus d'ailleurs. Ils étaient majoritairement des Cananéens. Cette révélation bouleverse notre compréhension traditionnelle. Si les premiers Israélites étaient des Cananéens, comment expliquer la naissance d'une identité si distincte? C'est là que le génie de Moïse, qu'il soit historique ou littéraire, devient évident. L'anthropologue Norman Gottwald a développé une théorie révolutionnaire. Israël ne serait pas un peuple ethnique, mais une révolution sociale. Ces villageois des montagnes auraient été des marginaux, des opprimés, des réfugiés qui ont trouvé dans l'idéologie mosaïque un moyen de créer une société alternative. Pensez-y, dans un monde dominé par des royaumes despotiques, des cités-États oppressives et des empires impitoyables, voilà qu'émerge une société sans roi, sans palais, sans temples monumentaux. Une société où la loi divine remplace l'arbitraire royal, où la justice sociale prime sur la hiérarchie, où l'étranger et l'orphelin sont protégés. Cette révolution sociale explique pourquoi l'archéologie ne trouve pas de traces d'une conquête militaire massive. Il n'y a pas eu de conquête au sens traditionnel, mais une transformation sociale profonde. Les Cananéens opprimés ont adopté une nouvelle identité, une nouvelle façon de vivre, incarnée par la figure de Moïse. Cette interprétation donne un sens nouveau au récit biblique. L'Exode ne serait pas seulement un événement historique, mais un programme révolutionnaire. Vous avez été esclaves en Égypte, répète la Bible. Donc, vous ne devez pas opprimer l'étranger. Cette mémoire de l'oppression devient le fondement d'une éthique sociale révolutionnaire. Mais parlons maintenant de quelque chose d'encore plus extraordinaire. L'impact de la législation attribuée à Moïse sur le développement de la civilisation occidentale. Saviez-vous que le code de Hammurabi, vieux de 3800 ans, est souvent considéré comme le premier code de loi de l'histoire? Pourtant, la loi mosaïque présente des innovations juridiques qui ne seront redécouvertes qu'au siècle des Lumières. Prenons l'exemple de la notion d'égalité devant la loi. Dans les codes mésopotamiens, les sanctions varient selon le statut social. Si un noble tue un esclave, l'amende est dérisoire. Si un esclave frappe un noble, c'est la mort. La loi mosaïque, elle, proclame « Vous aurez une même loi pour l'étranger et pour l'indigène ». Cette idée d'égalité juridique est révolutionnaire pour l'époque. L'innovation va plus loin encore. La loi mosaïque interdit la prison pour dette, limite l'esclavage, institue l'année sabbatique et le jubilé pour redistribuer les terres. Ces mesures sociales n'ont pas d'équivalent dans l'Antiquité. Elles annoncent des concepts modernes comme les droits humains, la justice sociale et la redistribution des richesses. Mais voici la question troublante. Comment des nomades du désert ont-ils pu développer une législation si avancée? Cette sophistication juridique ne trahit-elle pas l'influence de juristes expérimentés, peut-être formés dans les cours royales d'Égypte ou de Mésopotamie? Cette hypothèse nous ramène à la figure de Moïse. Si ce dernier a vraiment été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, comme l'affirme la tradition,
Il aurait eu accès au meilleur système juridique de l'époque. Il aurait pu synthétiser les acquis de la jurisprudence orientale pour créer un système révolutionnaire. L'influence de cette législation sur l'histoire occidentale est immense. Les réformateurs protestants s'en sont inspirés pour critiquer l'absolutisme royal. Les révolutionnaires américains y ont puisé l'idée d'égalité devant la loi. Les socialistes du 19e siècle ont redécouvert les lois sociales du Jubilé. Mais l'héritage de Moïse ne se limite pas au domaine juridique. Son influence sur la pensée éthique occidentale est fondamentale. Le Décalogue, les 10 commandements, constituent encore aujourd'hui la base de la morale judéo-chrétienne. Mais savez-vous que certains de ces commandements étaient révolutionnaires pour l'époque? Prenons l'interdiction du meurtre. Dans les sociétés antiques, tuer un ennemi, un rival ou même un esclave n'était pas nécessairement condamnable. La vendetta était un droit, parfois un devoir. L'interdiction absolue du meurtre, sans exception de statut social, représente une rupture éthique majeure. L'interdiction du vol est également révolutionnaire. Dans les sociétés pastorales, le raid et le pillage étaient des activités normales, parfois honorables. Interdire le vol, c'est promouvoir un nouveau type de société basée sur la propriété respectée et l'échange équitable. Mais c'est peut-être l'interdiction de la convoitise qui est la plus révolutionnaire. Comment légiférer sur un sentiment, une émotion? Cette prohibition révèle une compréhension psychologique remarquable. Le mal commence dans le cœur avant de se manifester dans les actes. Cette intériorisation de l'éthique annonce les grandes philosophies morales de l'Antiquité. Elle influence la pensée stoïcienne, la philosophie chrétienne et même la psychanalyse moderne. Freud lui-même reconnaissait l'influence de Moïse sur sa compréhension de l'inconscient. Parlons maintenant de l'impact de Moïse sur la conception politique occidentale. Dans un monde dominé par la monarchie absolue, la tradition mosaïque développe une idée révolutionnaire. La souveraineté de la loi divine sur le pouvoir royal. Cette idée germe dans les récits bibliques. Samuel met en garde contre les dangers de la royauté. Les rois d'Israël sont constamment critiqués par les prophètes au nom de la loi de Moïse. Cette tradition de résistance au pouvoir arbitraire influence profondément la pensée politique occidentale. Au Moyen Âge, Thomas d'Aquin développe la notion de loi naturelle en s'inspirant de la loi mosaïque. Cette loi naturelle, supérieure aux lois humaines, justifie la résistance à la tyrannie. Elle influence les théoriciens de la monarchie limitée, puis les penseurs du contrat social. Les révolutionnaires anglais du XVIIe siècle se réfèrent explicitement à l'exemple de Moïse pour justifier leur lutte contre l'absolutisme royal. Cromwell se compare au libérateur d'Israël. Les puritains américains voient dans leur exil vers le Nouveau Monde une nouvelle sortie d'Égypte. Cette influence continue avec les Lumières. Locke, Rousseau, Montesquieu puisent dans la tradition biblique pour développer leur théorie politique. La séparation des pouvoirs trouve ses racines dans la distinction mosaïque entre pouvoir prophétique, sacerdotal et royal. Mais l'impact de Moïse dépasse même le cadre politique. Sa conception de l'histoire comme processus linéaire orienté vers un but révolutionne la pensée occidentale. Contrairement aux conceptions cycliques des autres cultures antiques, la vision mosaïque de l'histoire est téléologique. Elle va quelque part. Cette conception linéaire du temps influence profondément la philosophie occidentale. Elle prépare l'idée de progrès, de développement, d'évolution. Sans cette vision mosaïque, aurions-nous eu la révolution scientifique, les Lumières, la notion de progrès social? L'influence de Moïse sur l'éducation occidentale est également fondamentale. La tradition mosaïque insiste sur l'importance de l'enseignement. Tu enseigneras ces paroles à tes enfants. Cette valorisation de l'éducation comme transmission culturelle influence profondément la civilisation occidentale. Les premières universités européennes naissent dans des contextes chrétiens profondément marqués par la tradition mosaïque. L'idée que la connaissance doit être accessible à tous, que l'éducation est un droit et un devoir, puise ses racines dans cette tradition. Mais parlons maintenant de l'aspect le plus troublant, l'influence de Moïse sur la conception occidentale de la Révolution. Car voyez-vous, l'Exode n'est pas seulement un récit de libération, c'est le prototype de toutes les révolutions occidentales. Les révolutionnaires français de 1789 se réfèrent explicitement à l'exemple de Moïse.
Ils voient dans l'Ancien Régime l'équivalent de l'Égypte pharaonique, dans leur révolution, une nouvelle sortie d'esclavage. La Déclaration des droits de l'homme puise dans la tradition mosaïque de l'égalité devant la loi divine. Cette influence continue avec les mouvements de libération du 19e et du 20e siècle. Les abolitionnistes américains comparent l'esclavage à la servitude d'Égypte. Martin Luther King s'inspire explicitement de Moïse dans sa lutte pour les droits civiques. Les mouvements de libération du tiers-monde utilisent la symbolique de l'Exode. Cette universalité de l'influence mosaïque pose une question troublante. Comment un récit né dans un petit peuple du Proche-Orient ancien a-t-il pu acquérir une portée universelle? Cette universalité ne trahit-elle pas quelque chose de profondément humain dans l'expérience décrite? Car au-delà des questions d'historicité, l'histoire de Moïse touche à des expériences universelles. L'oppression et la libération, la quête d'identité, la construction d'une société juste. Ces thèmes résonnent dans toutes les cultures, à toutes les époques. C'est peut-être là que réside la véritable vérité cachée sur Moïse. Non pas dans les détails historiques, mais dans la puissance symbolique de son histoire. Moïse représente l'aspiration universelle à la liberté, à la justice, à la dignité humaine. Cette dimension universelle explique pourquoi l'islam vénère Moïse comme l'un des plus grands prophètes. Moussa, dans la tradition islamique, est le modèle du guide spirituel et politique. Il influence profondément la conception islamique de la prophétie et du leadership. Le judaïsme, bien sûr, fait de Moïse sa figure centrale. Moïse Rabbeinu, Moïse notre maître, reste le modèle inégalé du prophète et du législateur. La tradition rabbinique développe autour de lui une théologie sophistiquée de la révélation et de la loi. Le christianisme, enfin, voit en Moïse l'annonciateur du Christ. Jésus est présenté comme le nouveau Moïse, qui accomplit et dépasse la première révélation. Cette typologie mosaïque structure profondément la théologie chrétienne. Mais l'influence de Moïse dépasse même le cadre religieux. Sa figure inspire artistes, écrivains, philosophes, de Michel-Ange à Chagall, de Racine à Thomas Mann, de Spinoza à Freud. Tous puisent dans la richesse symbolique de cette figure extraordinaire. Cette créativité culturelle révèle la fécondité du mythe mosaïque. Car même si Moïse n'avait jamais existé historiquement, sa figure littéraire aurait suffi à transformer la civilisation. La vérité d'un récit ne se mesure pas seulement à sa correspondance avec les faits, mais à sa capacité à révéler des vérités humaines profondes. Conclusion. La vérité ultime sur Moïse. Alors, après ce voyage extraordinaire à travers l'histoire, l'archéologie et les textes anciens, que pouvons-nous dire sur la véritable nature de Moïse? Quelle est cette vérité cachée qui bouleverserait notre compréhension? La réponse pourrait vous surprendre par sa simplicité et sa profondeur. Car voyez-vous, la véritable révélation sur Moïse n'est pas qu'il aurait été différent de ce que nous pensions, mais qu'il a été infiniment plus riche, plus complexe, plus humain que nos représentations traditionnelles. L'archéologie nous a appris que l'histoire ancienne est toujours plus nuancée que nos récits simplifiés. Il n'y a pas eu une conquête brutale de Canaan, mais une transformation sociale graduelle. Il n'y a pas eu un exode massif, mais peut-être plusieurs mouvements migratoires. Il n'y a pas eu une révélation instantanée, mais une maturation religieuse progressive. Cette complexité ne diminue pas la grandeur de Moïse, elle l'enrichit, car elle nous montre que derrière la figure légendaire se cachent des processus humains authentiques, des luttes contre l'oppression, des aspirations à la liberté, des quêtes de sens et de justice. Les sources textuelles nous ont révélé que notre Moïse est en réalité la synthèse de plusieurs traditions, écrites à des époques différentes, par des auteurs différents. Cette découverte pourrait troubler certains, mais elle révèle en réalité la richesse extraordinaire de cette figure. Moïse n'appartient pas à une époque, à un auteur, à une perspective unique. Il transcende les siècles et les traditions. Cette transcendance explique pourquoi Moïse continue d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Il n'est pas prisonnier d'un contexte historique précis, mais ouvre sur des vérités universelles. Qu'il ait existé exactement comme le décrit la Bible ou qu'il soit une construction littéraire géniale, son message reste pertinent. Et quel est ce message? Il est multiple et profond. C'est d'abord l'affirmation de la dignité humaine face à l'oppression. Dans un monde antique où la force faisait loi, où les puissants écrasaient les faibles,
Moïse proclame que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Cette idée révolutionnaire continue d'inspirer tous les combats pour la justice sociale. C'est ensuite l'idée que la loi divine transcende les lois humaines. Face à l'arbitraire des tyrans, Moïse oppose la justice éternelle. Cette notion de loi naturelle, supérieure aux décrets royaux, fonde encore aujourd'hui notre conception des droits humains. C'est enfin l'espoir que l'oppression n'est pas une fatalité, que la libération est possible. Dans un monde où tant de peuples souffrent encore sous le joug de dictateurs, cette promesse de liberté résonne avec une force extraordinaire. Mais la vérité sur Moïse va plus loin encore. Elle nous apprend que l'histoire et la légende peuvent coexister sans se contredire, que la vérité scientifique et la vérité narrative répondent à des besoins différents de l'esprit humain, que nous pouvons être à la fois des chercheurs rigoureux et des êtres en quête de sens. Cette coexistence pacifique entre science et spiritualité, entre histoire et foi, entre critique et vénération, constitue peut-être la leçon la plus importante de notre enquête, car elle nous montre qu'il n'y a pas opposition entre la raison et la foi, mais complémentarité. L'archéologue peut fouiller le sol à la recherche de traces matérielles. L'historien peut analyser les textes avec ses méthodes critiques. Le croyant peut puiser dans les récits traditionnels une inspiration spirituelle. Chaque démarche éclaire un aspect différent de la vérité humaine. Cette pluralité d'approches enrichit notre compréhension plutôt qu'elle ne la diminue. Elle nous apprend l'humilité face à la complexité du passé. Elle nous rappelle que nos certitudes sont toujours provisoires, que nos méthodes sont toujours limitées, que notre quête de vérité est toujours inachevée. Alors, que retenir de cette exploration ? Que Moïse, qu'il ait été prophète ou révolutionnaire, personnage historique ou création littéraire, reste l'une des figures les plus influentes de l'histoire humaine. Son héritage continue de façonner notre monde, nos lois, nos institutions, notre éthique, notre conception de la justice et de la liberté. Cette influence ne s'explique pas seulement par l'ancienneté de la tradition mosaïque, mais par sa capacité à répondre aux aspirations les plus profondes de l'humanité. Car au-delà des questions d'historicité, Moïse incarne quelque chose d'universellement humain, le refus de l'oppression, la quête de sens, l'espoir d'un monde meilleur. Et c'est peut-être là la véritable vérité cachée sur Moïse. Il n'est pas seulement un personnage du passé, mais une figure vivante qui continue d'inspirer notre présent et d'éclairer notre avenir. Chaque génération redécouvre en lui ce dont elle a besoin: libération, justice, espoir, sens. Cette capacité de renouvellement, cette fécondité symbolique inépuisable, voilà ce qui fait de Moïse une figure éternelle. Non pas parce qu'il serait figé dans une perfection intouchable, mais parce qu'il reste ouvert à toutes les interprétations, à tous les besoins, à toutes les aspirations. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de Moïse, souvenez-vous de cette richesse extraordinaire. Derrière la figure familière se cache un univers de questions, de mystères, de possibilités. Moïse n'est pas seulement un prophète du passé, mais un compagnon de route pour tous ceux qui cherchent la vérité, la justice et la liberté. Et vous, quelle vérité découvrez-vous dans cette figure extraordinaire? Comment Moïse résonne-t-il avec vos propres aspirations, vos propres luttes, votre propre quête de sens? Car c'est peut-être dans cette résonance personnelle que se trouve la vérité la plus profonde sur Moïse. Non pas ce qu'il a été, mais ce qu'il continue d'être pour chacun de nous. La vérité sur Moïse, c'est que sa vérité ne s'épuise jamais. Elle se renouvelle à chaque génération, à chaque lecteur, à chaque chercheur. Elle nous rappelle que les grandes figures de l'humanité ne sont pas des monuments figés, mais des sources vivantes où nous pouvons toujours puiser inspiration, sagesse et espoir. C'est sur cette note d'ouverture et d'espoir que se termine notre exploration. Car la vérité sur Moïse, c'est qu'elle n'est jamais définitive. Elle continue de s'écrire, de se découvrir, de se révéler. Et c'est peut-être cela, finalement, le plus beau cadeau que nous ait fait cette figure extraordinaire. Non pas des réponses définitives, mais des questions éternelles qui nous poussent toujours plus loin dans notre quête de vérité et de sens. Merci d'avoir suivi cette aventure extraordinaire avec moi. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, car c'est dans l'échange et le dialogue que nous continuons ensemble cette quête fascinante de la vérité sur notre histoire commune.
Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans les mystères de l'histoire humaine.